Bonsoir, nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois en direct. Il est 18h et dans l'actualité de ce 28 octobre. Premier bailleur d'Île-de-France, l'Aupivois doit composer avec un conseil d'administration décimé. Ni les Yvelines ni le Val d'Oise ne siègent. Seul l'Essonne est encore représenté, ce qui suscite l'inquiétude des représentants des locataires. Le complexe cinéma, l'UGC SkyWest, qui fête ses 10 ans, le programme des festivités et un retour sur cette première décennie d'existence avec Marc-Alban Gravez, son directeur. Le château de Versailles présente une exposition sur le travail des artisans du XVIIIe siècle, du mobilier d'époque et de nombreuses pièces rares sont à découvrir en ce moment. Les chiffres du chômage, fin septembre, le nombre de demandeurs inscrits à Pôle emploi en catégorie A s'établit à 653 990 en Île-de-France, une augmentation d'1,5% par rapport à la fin août sur un an. Et ce chiffre est même en hausse de 6,2% dans les Yvelines. La hausse mensuelle est de 1,4%. Des chiffres à mettre en relation avec les offres d'emploi collectées par Pôle emploi. Et même si cela peut paraître surprenant, elles augmentent sur ce trimestre, que ce soit des offres de courte durée, plus 4,6%, ou de longue durée, plus 7,9%. Nous parlons de l'Aupivois à présent, je vous le disais en titre. Le premier bailleur de l'Île-de-France fonctionne donc depuis maintenant 2 ans avec un conseil d'administration réduit. En cause la démission des élus des conseils généraux des Yvelines et du Val d'Oise. Seul l'Essonne a maintenu sa présence. À l'époque, il souhaitait tirer la sonnette d'alarme et alerter sur la gestion et la situation financière de ce bailleur. Mais depuis, la situation n'a pas évolué. Ils n'ont pas été remplacés. Une situation que déplorent les locataires. On écoute leurs représentants. Les conseils Des On locataires a un qui siègent personnel au très inquiet au sein de l'Aupivois, et ça veut dire quoi vis-à-vis de la solidarité en Île-de-France? C'est pour ça que la régionalisation est un projet structurant. La départementalisation n'a pas de sens à l'échelle des économies qu'on pourrait faire. Pour le président du Conseil général des Yvelines, la solution réside maintenant dans une départementalisation de l'office HLM. Mais pour Rodolphe Jacotin que l'on vient d'entendre, ce changement de gestion accentuerait les écarts en termes de logement entre les départements. Les conseils généraux des Yvelines et du 95 garantissent plus les emprunts, donc ça fait que ça a bloqué des projets, que ça en a même certains projets été abandonnés, comme à Villepreux-les-Clays, comme certaines réhabilitations ont mis du temps à se mettre en place. Donc maintenant, Pierre Bédier nous dit qu'il y a d'autres mécanismes financiers, certes, mais il est président du Conseil général, et avant la mise en place d'autres mécanismes, c'est plutôt à lui en tant que président à garantir l'emprunt du deuxième bailleur de France. Et pour être complet sur ce sujet, la loi ALUR permettrait à l'Aupivois d'être régionalisé d'ici 2016. Des négociations seraient actuellement en cours. Nous parlons à présent de la présidente du Front National, victime d'un caillassage de sa voiture dans le département des Yvelines. Marine Le Pen se trouvait à la Selle Saint-Cloud et c'est en repartant d'un hypermarché qu'elle a essuyé des jets de pierre. 3 à 4 jeunes en seraient à l'origine. Le commissariat de Versailles est en charge de l'enquête. Santé et un nouvel établissement qui s'installe au Clé-sous-Bois, le club Répit et Convivialité destiné aux malades d'Alzheimer et à leurs proches. Il propose un accueil ponctuel et à la demande, subventionné par la Fondation de France, soutenu par le Lions Club et mis en place par le réseau Carmad en partenariat avec la mairie. Le club ouvrira ses portes le 10 novembre pour les habitants de la ville, mais pas uniquement. Yolène Torres. Répit et convivialité, les 2 maîtres mots de ce nouveau club au Clé-sous-Bois. Destiné aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et à leurs proches aidants, il a pour vocation d'offrir du repos de façon ponctuelle et non sur une journée entière comme les accueils de jour. Ça permet d'avoir une plage de liberté quand on en a envie et ça va permettre aussi aux personnes reçues de vivre dans un milieu convivial et intergénérationnel. Intergénérationnel car les 25 bénévoles encadrants seront aussi bien des seniors que des jeunes. Mis en place par Carmad, le réseau de santé gérontologique de professionnels libéraux, l'établissement proposera entre autres des ateliers de sport, de jardinage ou encore de peinture. L'objectif est de laisser les malades dans leur lieu de vie avec leurs repères le plus longtemps possible et d'éviter de les placer trop rapidement en milieu hospitalisé. Il faut maintenant considérer que c'est une maladie, bien sûr, mais qu'il faut traiter la personne qui est atteinte de cette maladie comme une personne malade et pas du jour au lendemain comme un enfant. C'est pour ça qu'on voulait que ce centre soit en ville, les garder dans leur communauté, dans leur collectivité, là où ils vivaient. Le lieu ouvrira le 10 novembre uniquement en semaine à l'après-midi de 13h30 à 17h30 et pour 10 personnes à la fois maximum. Comptez 4 € pour 1 heure.
La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se sépare d'une partie de ses biens. Une vente aux enchères sur Internet vous permettra d'acquérir jusqu'au 11 novembre ordinateur à partir de 50 € ou encore voiture à partir de 3 000 €. La plateforme agorastore.fr héberge cette opération. Agorastore spécialisée depuis 2005 dans la revente du matériel usagé des collectivités et des entreprises. Et puis cette autre information aux portes de l'agglomération de Saint-Quentin à Maurepas, la mairie consulte la population sur la future intercommunalité. Depuis le 1er janvier 2014. Elle est rattachée à la communauté de communes des Étangs avec Coignères, le Perret en Yvelines ou encore les Essarts-le-Roi. Mais Maurepas réfléchit à l'éventualité d'un rapprochement avec d'autres communes au sein de la grande couronne parisienne comme le prévoit le projet du préfet de région. Et pour donner votre avis, rendez-vous directement à l'hôtel de ville ou sur le site internet de la ville maurepas.fr. Je reçois donc ce soir Marc-Alban Gravès. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Le directeur de l'UGC, multiplex installé à SkyWest, à Montigny-le-Bretonneux. Cinéma qui fête donc ses 10 ans, 8 novembre 2004, soirée d'inauguration. En présence, vous allez voir les images de Vincent Lindon, de Cécile de France ou encore du réalisateur Étienne Châtillaise. Bien sûr, les officiels sont aussi là, des politiques, le PDG de l'UGC aussi, qui se dit satisfait d'avoir enfin un complexe de cette envergure sur ce secteur de l'Île-de-France et ce malgré les inquiétudes des petites salles alentours qui craignaient pour leur survie. On va écouter justement avant de débuter cet entretien ce que disait le PDG de l'UGC. Donc c'était le 8 novembre 2004 dans la soirée. Curieusement, dans toute la partie ouest de la région parisienne, on n'avait pas d'équipement à ce niveau de qualité. Nous ne l'avions pas nous, mais il n'y avait pas non plus d'équipement dans l'absolu de ce niveau de qualité. Donc nous fondons des espoirs importants sur cette proposition dont nous pensons qu'elle est de nature à séduire non seulement les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais plus largement les habitants de sa région. Marc-Alban Gravès, vous n'étiez pas directeur à cette époque, vous êtes arrivé 4 ans après, en 2008, mais en tout cas 10 ans après l'ouverture de l'UGC SkyWest, est-ce que le contrat est rempli? Est-ce que vous êtes largement dans vos objectifs? J'ai écouté ce que disait mon PDG en 2004, il fondait de grands espoirs. Je pense que nos résultats sont à la hauteur de ses espérances, vu que maintenant nous sommes un cinéma qui faisons un grand nombre d'entrées par an, et donc je pense qu'on a vraiment conquis le public de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais là aussi largement au-delà. Quelle est la fréquentation justement aujourd'hui du site? Écoutez, on avoisine à peu près 1,3 million de clients par an, naturellement principalement, comme je disais, de Saint-Quentin, mais ça rayonne très largement au-delà. Vous basez surtout sur le bassin, jusqu'à d'où viennent les clients? Alors, vous avez étudié un petit peu? Oui, on a étudié, il y a de ça un petit bout de temps maintenant, mais on a étudié, on a à peu près 50% des clients qui viennent de l'agglomération de Saint-Quentin, avec une petite prédominance pour Montigny, proximité naturellement, mais on va jusqu'à des clients qui viennent de Chartres. On va des clients qui vont au-delà de Houdan. Donc on suit vraiment, les clients viennent en suivant les deux pénétrantes des Yvelines qui sont la Nationale 10 et la Nationale 12 et donc qui viennent jusqu'à Saint-Quentin. Vous êtes l'une des salles d'un des complexes les plus attractifs de ce secteur de l'Île-de-France. Est-ce qu'il y a des concurrents? Comment ça se passe justement pour vous? Nous avons des concurrents très naturellement, mais c'est vrai que sur la zone de Chalandise où on est le seul multiplex. Naturellement, j'ai mon collègue de Vélizy qui a aussi un multiplex. Et puis après, nous avons d'autres concurrents comme le Pâté de Boulogne et autres qui sont aussi dans notre zone un petit peu près de Chalandise. Mais il était question il y a quelques temps, le projet a été finalement abandonné, mais il pourrait pourquoi pas revenir du côté de Maurepas, d'ouvrir aussi un multiplex. Est-ce que ça aurait été difficile pour vous, une concurrence supplémentaire? Je ne parle même pas des petites salles. Alors je ne parle pas des petites salles, mais c'est vrai que là, un concurrent à Maurepas, on est vraiment dans la même zone de Chalandise, à quelques kilomètres près. Donc là, oui, c'est vrai qu'il y aurait une concurrence vraiment frontale. Alors vous nous dites que justement ce cinéma se porte bien, que les objectifs sont remplis. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avant-premières aussi qui sont organisées assez régulièrement. C'est quelquefois peut-être un peu difficile de faire venir des têtes d'affiche internationales et même Alors nationales. international, c'est évident. Maintenant, c'est vrai qu'on est en banlieue parisienne. Et donc, il faut savoir que dans le cinéma, vous avez deux tours qui existent. C'est un tour Paris et un tour province. Donc nous, on est entre les deux, et donc il faut qu'on essaye de se greffer sur l'un ou l'autre des tours des équipes. Donc on essaye, juste pour un petit mot quand même, depuis 10 ans, on a reçu 220 équipes de films. Donc c'est pas toujours facile, mais voilà, 220 équipes de films en 10 ans, c'est déjà une belle perf. Et ça va continuer comme ça? Ça Vous va avez continuer déjà comme des ça. dates à annoncer? Alors on a des petites choses parce que peut-être à l'occasion des 10 ans. Voilà, parlons des 10 ans, vu qu'on va commencer le 4 novembre. Donc on a prévu pendant les 11 soirées, parce que du 4 au 14, 11 soirées, on a prévu donc une avant-première par soir avec équipe et d'autres
sans, naturellement. Mais voilà, on a, je vous dis, le 4, on va commencer avec la famille Bélier. On va continuer avec Marie Heurtin le lendemain. On va, le 6, faire un illustre inconnu en présence du réalisateur. Donc voilà, jusqu'au 11, vous aurez un film par soir et de nombreuses animations. Pour fêter ces 10 ans de l'UGC. Je disais tout à l'heure en introduction qu'il y avait une petite inquiétude, même une grande inquiétude, des salles de cinéma plus petites sur le secteur. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec ces salles qui ont réussi à se maintenir? Je pense à Elancourt qui a même fait peau neuve, Trappes également. Écoutez, j'ai pas vraiment de rapport spécifique avec eux. Maintenant, comme vous le dites, moi je note que Elancourt, le cinéma, j'y suis allé une fois ou deux, il est rénové, il est beau, etc. Le Grenier à sel, là aussi. Le cinéma municipal de Montigny vit aussi très correctement. Donc, tout ça est complémentaire. Donc, c'est pas les mêmes publics. De toute façon, on n'apporte pas forcément les mêmes choses. On est complémentaires. Et puis, je pense qu'on a quand même de la place pour tout le monde sur l'agglomération. On revient en arrière une nouvelle fois à 2004 et cette soirée d'inauguration. On va écouter à présent le tout nouveau maire de Montigny-le-Bretonneux, à l'époque, Michel Laugier. Il fallait que ce soit dans un complexe festif parce que nous avons une population très jeune et nous souhaitons que les jeunes puissent avoir des activités de loisirs, des activités nocturnes pas loin de chez eux. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et ce sera encore mieux au mois de mars lorsque l'ensemble du complexe SkyWest sera ouvert. Le complexe appelé à se développer avec l'ouverture complète de SkyWest. Effectivement, le cinéma a d'abord ouvert ses portes et puis ensuite en mars, les autres commerces sont arrivés. Depuis, ils sont partis. Le complexe SkyWest est plutôt, on peut le dire, un vrai échec. Un projet de relance a été initié. Là aussi, c'est une nouvelle fois un échec. C'est difficile pour le cinéma aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on préférait qu'il y ait un centre commercial plein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est d'abord installé dans un centre commercial. Maintenant, voilà, on arrive à subsister dans ce centre vide. Nous aimerions vraiment que le centre soit très rapidement plein. Ça pénalise le développement? Alors ça pénalise. On continue à un rythme de croisière important et je pense que le cinéma s'est vraiment implanté dans le cœur des habitants de Saint-Quentin et au-delà et qu'on arrive à rayonner largement au-delà. Mais c'est vrai que c'est toujours plus convivial pour les clients de passer et se détendre d'une journée complète dans un centre et pas qu'au cinéma. Vous avez déjà pensé à partir? Non, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et à vous élargir? Profiter de la place? Écoutez, pour l'instant, là aussi, c'est pas d'actualité. Il n'y a pas de projet en conséquence. Je pense déjà un multiplex de 16 salles. C'est déjà une très belle chose. Il n'y a pas beaucoup de cinémas en France qui ont des salles beaucoup plus grandes. Donc, on offre déjà un panel à nos spectateurs très important. Et vous allez rester? Vous dites que c'est pas d'actualité, ni maintenant, ni dans un avenir lointain. Ça n'a pas été en tout cas abordé. Je ne dirais pas dans 10 ans ou 20 ans, parce que j'en sais absolument rien, mais dans l'immédiat, non. L'UGC qui fête ses 10 ans à Saint-Quentin en Yvelines, on va évoquer aussi peut-être les projets de cette salle, mais tout d'abord notre question du jour. Que pensez-vous de ce cinéma? C'est un très beau cinéma. Les salles sont suffisamment grandes, les sièges sont archi confortables. Je pense que c'est une bonne création. Il y a beaucoup de films en VO et ça, j'aime pas trop. J'en suis très très contente. Les salles sont très grandes, sont très agréables. Il y a beaucoup de place, très spacieux. J'y vais très très souvent, voire 2 à 3 fois par semaine. C'est un cinéma qui est vraiment bien et le matin il a des prix vraiment compétitifs. Moi j'apprécie beaucoup le UGC puisque finalement il y a beaucoup de films en VO et c'est une ouverture sur d'autres cultures. Il y a toutes sortes de films, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Et je suis très content moi de ce cinéma que j'ai connu depuis le premier jour, depuis l'inauguration. C'est dommage que le centre ne vive pas plus autour. Et celui-là il est vraiment très cool. Bien grand, il n'y a pas mieux quoi. Mais bon, il faudrait peut-être essayer d'agrandir la chose puisqu'on fait beaucoup de queues. Vous voyez, il faut agrandir, c'est ce qu'on a entendu. Il y a un point tout de même dans ce qu'on a pu, les témoignages qu'on a pu recueillir, c'est la VO. La VO, la version originale qui ne fait pas forcément l'unanimité, forcément on y adhère ou alors on n'aime pas du tout. En 2004, initier la VO comme ça, c'était un pari un peu risqué? Très clairement, c'était un pari et je pense qu'on l'a nettement relevé. C'était un pari de faire exclusivement un film en VO, sauf quelques blockbusters dédiés aux plus jeunes. Mais c'était une vraie volonté, une vraie ligne éditoriale. Et vu le nombre de spectateurs qui viennent et qui reviennent d'année en année, je pense que le pari gagné. Donc vous allez continuer comme ça, la programmation en version originale majoritairement. Parler des projets, est-ce qu'une rénovation est prévue aussi? Parce que 16 salles, il faut les entretenir, beaucoup de visiteurs, 1 300 000 par an, ça use forcément le complexe.
Alors c'est vrai, mais comme vous venez quand même régulièrement, vous voyez quand même que le complexe, malgré ses 10 ans, vieillit extrêmement bien. Le pari du départ, notamment des matériaux et tout, est payant dès maintenant. Maintenant, c'est vrai que dès l'année prochaine, on a prévu de rénover quelques salles, quelques fauteuils, de continuer l'amélioration qu'on fait de manière quotidienne. On ne s'arrête jamais. Voilà, il y a, comme vous dites, il y a 16 salles. Des salles vont fermer le temps de rénover? Non, on fait ça par moitié, on fait ça la nuit, on fait ça le matin. Donc généralement, le client n'est jamais pénalisé. Et sur l'équipement, est-ce que là aussi il va y avoir des changements? Je reviens juste un peu tout de même en arrière, parce qu'en 2010, c'était le PDG du GC, qu'on a entendu d'ailleurs tout à l'heure, qui n'était pas très favorable au passage de l'analogique au numérique. Il a bien fallu y passer. Oui. La 3D, c'est pareil. Le GC n'était pas forcément très favorable. Et finalement, le passage à la 3D s'est mis en place. Là aussi, vous ne regrettez pas ces choix, même si la 3D, ça a été difficile et que ça ne marche pas forcément toujours très bien? Non, alors c'est vrai qu'à un moment donné, c'est toujours dur d'y aller directement, mais je crois que le choix a été fait à un moment donné de faire un virage très rapide pour passage au numérique. Maintenant, on ne pouvait pas le faire dans n'importe quelles conditions. Tout est en numérique aujourd'hui. Et maintenant, nos 16 salles sont en numérique. Nous avons 4 salles qui peuvent projeter de la 3D. Mais voilà, on continue à se développer. Vous parliez de nos salles, vous parliez de changements technologiques du 35 mm de la bobine au numérique. Voilà, maintenant on fait de l'opéra en direct. On va diffuser bientôt, dans quelques jours, la comédie musicale Bill Elliott. On ne cesse d'innover. Le passage au 4K aussi. Certaines salles, les plus petites salles, se sont équipées et sont passées au 4K. On a cité tout à l'heure Elancourt ou Trappes. Eux, ils ont un très clairement, je pense que la course à la technologie, on ne va jamais s'arrêter. Donc à un moment donné, il faut savoir faire un stop, regarder ce qu'il y a, continuer s'il y a besoin. Mais de toute façon, vu les avancées technologiques qui arrivent tout le temps, ça ne sera jamais fini. Donc c'est pas d'actualité, le passage 4K sur les salles? Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. On en revient à cet anniversaire. Vous avez mentionné tout à l'heure ces soirées spéciales, une dizaine qui seront proposées à partir du 4 novembre. Est-ce qu'il y a d'autres événements? Oui, parce que je pense que voilà, pour remercier nos clients, à un moment donné, on a voulu faire un geste fort, c'est que toutes les séances seront à 5 €. À partir du 4. À partir du 4. À partir du 4, toutes les séances seront à 5 €. On offrira la 3D. Donc du 4 au 14, je vous invite vraiment à venir sur ce tarif-là. Et puis vous allez découvrir des partenariats qu'on a mis en place avec le Vélodrome, où vous aurez quelques jours un simulateur qui va retransmettre la sensation d'une piste, etc. Vous avez aussi un partenariat avec le golf de la base de loisirs, où vous pourrez avoir des animations. Vous avez un jeu concours, naturellement, je vous invite à le faire, et avec un bon nombre de lots à gagner, notamment une année de cinéma offerte. Donc voilà, on essaye pendant ces 10 jours d'avoir des animations et à la fois autour du cinéma avec des films, des avant-premières et tout, un tarif très attractif et spécifique pour répondre vraiment à la demande de tous, tout en sachant que pendant ces 10 ans, on va avoir un week-end férié et prolongé qui, je pense, sera favorable aux gens pour venir nous voir. Merci Marc-Alban Gravès, directeur de l'UGC à SkyWest à Montigny-le-Bretonneux, 50 ans en Yvelines, qui fête donc ses 10 ans. Merci à vous. Culture pour poursuivre ce journal. Et si les artisans du XVIIIe siècle étaient les premiers designers français, le château de Versailles propose à partir de ce mardi une exposition pour mieux comprendre les origines du design, du mobilier d'époque et de nombreuses pièces rares. Claire Cambier, Patrick Jacques de Dixmude. Le meuble élevé au rang d'œuvre d'art au château de Versailles. Exposé ici comme une statue, là comme un tableau, l'exposition Le 18e, source du design, explore un siècle de création en matière de mobilier. On a voulu montrer à quel point les ébénistes ou les menuisiers du XVIIIe siècle réfléchissaient à la fonction du meuble, à la forme, à adapter le meuble à la fonction, à travailler les lignes pour que justement ils puissent répondre le mieux à des recherches spécifiques du XVIIIe siècle par rapport, par exemple, le confort, l'ergonomie pour écrire ou autre. Ces objets ne sont pas à proprement parler des meubles de designers, ce sont l'œuvre d'ébénistes, de menuisiers, voire d'architectes et d'ornementistes, mais leur réflexion se rapprochait de celle des designers d'aujourd'hui. Le bureau du roi en est un bel exemple. Il permettait à Louis XV d'écrire, de lire l'heure, mais aussi de garder son courrier secret. Innovation artistique, mécanique, 14 corps de métier ont travaillé sur ce chef-d'œuvre pendant 9 ans. L'époque des Lumières représente un véritable tournant. Ils ont exploré énormément de matériaux divers et variés. Quand on pense que la jeune Marie-Antoinette Dauphine, elle n'était pas encore reine de France, commande une commode en tôle, bon, voilà, il y a quand même une réflexion à se faire et à se dire c'est une époque qui a été brillante sur la création. À la tôle s'ajoutent l'acier, la paille, la porcelaine. Les extravagances de l'art rocaille laisseront bientôt leur place au style grec. Les courbes s'étirent peu à peu, on recherche la pureté de la ligne. Courbe contre ligne droite, un débat qui ne s'est toujours pas tari de nos jours. Au total, une centaine d'œuvres sont exposées.
Le travail de l'exposition a permis de réunir des chefs-d'œuvre, notamment une petite moitié qui vient de collections privées, et d'objets qu'on ne reverra pas ou peu facilement, et en tout cas jamais réunis comme ils le sont aujourd'hui. Et le plus marquant est la commode qui est derrière moi, qui est une commode qui a été faite pour Mademoiselle de France et ensuite qui a appartenu au prince de Condé. Cette pièce unique est recouverte de 98 plaques de porcelaine de Sèvres, une véritable innovation à la fin des années 1750. L'exposition chronologique et thématique cherche à toucher le plus large public et pour cela les commissaires ont fait appel à l'architecte Jean Nouvel. Par le biais d'un abécédaire, il donne son regard sur le mobilier, 18 lettres pour le XVIIIe siècle. Ils ne se veulent pas pédagogiques, ils sont plus comme un ami qui vous accompagne dans une exposition et qui vous fait ses réflexions. Voilà exactement ce que sont les clins d'œil de Jean Nouvel. Je trouve qu'il a très bien réussi. L'exposition est visible jusqu'au 22 février. Nous en parlions il y a quelques instants avec l'invité de cette édition, les 10 ans de l'UGC. Mais il y a quelques jours, c'est un autre anniversaire qui a été célébré. Culture et Tradition d'Outre-mer a également fêté sa première décennie. Pour l'occasion, l'association de Montigny-le-Bretonneux a proposé embarquement pour les îles. C'était samedi à la ferme du Manet. Résumé de cette fête avec Anthony Rech et Claire Cambier. Des robes traditionnelles aux œuvres artistiques en passant par la bijouterie, le marché tropical fait embarquer pour les îles. Un peu étonné de voir tous les produits qu'il y a. Des produits entiers, des produits locaux de chez nous. Ça fait plaisir. De découvrir la culture, du moins de redécouvrir la culture antillaise. C'est en se rendant compte des lacunes de leurs enfants que certains Yvelinois d'origine antillaise ont voulu créer, en 2004, l'association Culture et Tradition d'Outre-mer. L'objectif, briser les clichés autour des Antilles. On n'est pas que la musique, on n'est pas que la danse, on est aussi le côté artistique. Même les Haïtiens, ce sont de très grands artistes. Donc, on n'est pas cantonné dans un seul secteur. On a toute cette richesse qui nous vient de différents horizons, sachant qu'on a des origines de l'Inde, de l'Amérique du Sud, de la France, de l'Afrique. Désormais, l'association Unimontaine propose également des ateliers littéraires où les curieux peuvent découvrir les talents antillais et d'ailleurs. Parmi ces choses que nous voulions mettre en valeur, il y a par exemple la littérature qui est vraiment très très importante aux Antilles. Et donc cette association possède une bibliothèque d'environ 200 documents d'auteurs ultramarins et africains. Mais quand on parle d'outre-mer, comment résister à son célèbre art culinaire et les indétrônables acras, mais aussi le gâteau à l'ananas, le Mont Blanc ou encore la jalousie au coco? L'association Culture et Tradition d'Outre-mer vous donne déjà rendez-vous dans 10 ans pour souffler de nouvelles bougies à l'antillaise. Un mot de sport, du hand féminin et la réception d'Aubervilliers, deuxième du championnat de National 2. Montigny qui avait l'occasion avec ce match de se hisser sur le podium et d'enchaîner pour la première fois cette saison avec une deuxième victoire consécutive, contrat rempli comme nous l'explique Anthony Rech. Dans les chocs au sommet, c'est souvent dans l'agressivité que les équipes vont chercher la gagne. Mais encore une fois, à ce jeu-là, Montigny a démarré la rencontre face au deuxième Aubervilliers en mode diesel. Très vite, distancés de 3 buts, les Unimontaines restent à distance grâce à leur capitaine Gabriel Parloer, auteur d'un 4 sur 5 au jet de 7 mètres. Elle rentre au vestiaire avec 2 unités de retard, 15-13 pour Aubervilliers. On laisse jouer en fait les filles d'en face. On ne met pas les taquets au bon moment et on se fait prendre sur des mêmes actions de jeu plein de fois, quoi. Et c'est à nous d'être réactifs, d'être plus en puissance sur l'adversaire, de prendre le dessus plutôt que de se laisser marcher dessus. Travaillé cette semaine à l'entraînement, l'intensité dans les duels va enfin être mise en application par les Unimontaines après la pause. Les Saint-Quentinoises reprennent les rênes de la rencontre pour mener 25-22 après 15 minutes de jeu. Elles gèrent ensuite leur avance pour finalement s'imposer 31-28. Elles infligent à leur adversaire du soir sa seconde défaite de la saison. Et pour la première fois depuis le début du championnat, les joueuses de Philippe Létrange enchaînent 2 victoires consécutives. Résultat des courses, Montigny est à nouveau maître sur son terrain et se hisse sur le podium de cette poule 2 derrière Le Havre et Aubervilliers. Très heureux de la victoire parce que ça nous met dans le haut de tableau et c'était très difficile en sachant que les 3 premiers matchs on les avait perdus à domicile, donc les filles se sont mis une pression. On a retrouvé le Montigny en deuxième mi-temps et non en première mi-temps, donc ça a été un peu compliqué. À la mi-temps on leur a mis un coup de pression et voilà, ça a été mais à fond relativement une belle deuxième mi-temps.
Ainsi se referme cette édition. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Je vous retrouve aussi ce mardi soir pour un nouveau 7-8 politique. Et ce mois-ci, je reçois pour le PS Benoît Hamon, le ministre devenu député frondeur, et pour l'UMP, Jean-François Raynal, le responsable départemental de la formation de droite, pour parler des départementales qui se dérouleront au mois de mars. Bonne soirée.